Salut à tous, c'est CryptoSapiens, bienvenue dans notre rendez-vous ponctuel du dimanche globalement. Alors aujourd'hui on va voir un sujet qui est plutôt intéressant puisqu'on va se poser la question de savoir pourquoi on est inondé de bonnes nouvelles et que pour autant les détenteurs à long terme commencent, semble-t-il, à vraiment se délester de leur coin. Et pour autant on est quand même sur un marché qui semble un peu euphorique. Comme je l'ai dit, on est un peu inondé de très bonnes nouvelles. On a vu ce qui s'est passé avec le Genius Act et le Clarity Act aux États-Unis qui légitimisent un peu plus l'écosystème et les stablecoins. On a les trésoreries d'entreprises qui continuent d'accumuler, tout comme les ETF, et que ce soit même sur Bitcoin ou Ethereum. Et forcément, en plus, depuis maintenant plusieurs jours, vous l'avez vu, on a quand même un semblant d'alt season, puisque la BTC Dominance a quand même pas mal chuté, baissé, donc on se ressent un peu partout un fond d'optimisme. Pas forcément, j'ai envie de dire, un FOMO généralisé, je le trouve encore assez relatif, pas forcément extrême, je sais pas ce que vous pensez de votre côté, mais c'est précisément parce que tout semble aller pour le mieux qu'il est quand même essentiel de regarder ce qui se passe en coulisses, derrière le rideau, et de voir qui fait quoi réellement. Vous le savez, le but de l'analyse on-chain, c'est ne pas forcément de se tourner vers toute l'attention qu'il peut y avoir sur les réseaux, sur les médias, ou même dans nos têtes, dans nos émotions, et plutôt à l'inverse, regardez ce qui se passe au niveau de certains investisseurs. C'est le but de l'analyse on-chain. Aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, le marché est tiraillé quand même par trois composantes, trois forces majeures, qui sont déjà la force tranquille de Bitcoin, puisque mine de rien, depuis son précédent top, il n'a pas forcément corrigé énormément, 6-7% maximum. Faut quand même se rappeler que maintenant il pèse plus d'1 trilliard de dollars, 1000 milliards de dollars sur le marché, ce qui, pas en termes de capitalisation, de market cap, mais de capitalisation réalisée, donc vraiment toute la valeur qui a été injectée dans Bitcoin depuis sa création, ce qui est un premier palier historique qui est quand même assez fou. On a justement cette force aussi explosive, avec une addiction un peu au levier qui se présente petit à petit. On a un marché qui du coup est assez fragile à la volatilité, et enfin on a cette force spéculative qui du coup vient sur les altcoins et qui attire massivement en ce moment les capitaux, et donc qui va tester aussi la conviction de chacun, puisque forcément on a un Bitcoin qui est stable, mais on a pas mal de leviers, donc il peut y avoir du mouvement assez violent à la hausse comme à la baisse, et c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer d'analyser ce qui se passe et de voir pourquoi nous sommes à l'aube, ou déjà dans finalement ce troisième passage de relais de ce cycle. Alors en plus, vous l'avez sûrement entendu parler, et moi je crois qu'on en avait parlé déjà dans une précédente vidéo, on a une baleine, une whale de l'ère de Satoshi, donc un wallet qui date de 2011, qui avait vendu ses 80 000 bitcoins. Forcément, ça crée un peu de FUD, ça fait un peu de peur également. Forcément isolé, j'ai envie de vous dire, c'est qu'une anecdote, puisque pour se rappeler, les détenteurs à long terme, donc nos fameux investisseurs long terme, ont vendu depuis le bottom de 2022 pour environ 460 milliards de dollars de BTC. Et pour autant, vous voyez, on est passé de 15 000 à 123 000 récemment. Donc, c'est pas parce qu'il y a des ventes massives qui s'opèrent que c'est forcément dramatique. Le but, c'est plutôt de pas nous laisser, parce que c'est quand même la psychologie humaine de transformer ça en peur, en FUD, et on s'imagine que ceux qui savent les choses quittent le navire, mais on a quand même une citation qui rappelle une vérité assez simple, mine de rien, c'est à chaque fois que nous on achète du Bitcoin, il faut savoir qu'il y a un vendeur qui est derrière et qui accepte de vendre du Bitcoin. J'ai envie de vous dire, ils existent depuis que les premiers exchanges existent, même en 2011, 2012, 2013, et pourtant en fait ça en fait rien de spécial. Donc un marché a besoin de vendeurs, donc on va juste observer les faits, et c'est pour ça que ici, j'ai envie de vous dire, on est plus sur une prise de profit qui est logique. Une personne qui a acheté du Bitcoin à moins d'$1 va les vendre aujourd'hui avec un résultat incroyable, ça c'est clair. Mais c'est ce qu'on appelle un passage de relais qui est stratégique. Donc la question n'est pas de savoir pourquoi il y a une whale ou une personne avec beaucoup de BTC qui les a achetés il y a 10 ans qui vendent maintenant, c'est plutôt de regarder, ok, est-ce que toutes sont en train de le faire ou est-ce que c'était un cas isolé? Le but c'est, est-ce qu'il y a déjà trop de vendeurs? Est-ce que, à l'inverse, il y a beaucoup d'acheteurs qui arrivent en force? Et surtout, quelle est cette psychologie derrière tous ces mouvements? Donc, on le voit sur ce premier graphique, vous le voyez, en fait, c'est la supply des détenteurs à long terme. Quand on plonge dans les données on-chain, on sait quand un Bitcoin qui est détenu depuis plus de 6 mois est vendu. Et on le voit très bien, on est dans cette troisième jambe de distribution sur ce cycle 2023-2025. On a eu la première ici, forcément, de fin 2023 à peu près début 2024. La deuxième de pareil, automne 2024 jusqu'à début 2025, et là on est en train d'attaquer la troisième jambe de distribution. Forcément, pourquoi ces investisseurs vont prendre des profits? On n'est pas dupes, on est là pour se faire de l'argent. Si je peux vendre à un prix assez élevé et le racheter un peu plus bas, je ne vais pas forcément me gêner. Si justement, entre les deux, on voit qu'il y a des phases d'accumulation, volonté de conserver, puisque, j'ai envie de vous dire, ici typiquement, quand on a touché les 111 000 $, pourquoi vendre?
alors qu'on l'avait déjà fait en fait tout au long de lors du deuxième top de 2024. Donc en fait, on a attendu d'avoir des prix beaucoup plus hauts pour vendre. C'est exactement ce qui se passe actuellement, et dont cette fameuse whale par exemple qui a vendu pour 80 000 BTC. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir qu'en termes de quantité pour l'instant de BTC vendus, il semblerait qu'on n'est pas encore justement dans cet extrême qui s'est passé dans les deux précédents tops. Comme vous le voyez, ici pareil, tout au long de fin 2023, début 2024, il y a eu à peu près, il me semble, 1,5 million Bitcoin qui a transigé des mains des détenteurs long terme aux détenteurs court terme. Ça arrive. Et ensuite, il y a eu cette phase d'accumulation, relatente, beaucoup moins de ventes, etc. Ça y est, on a pris nos profits, puis de toute façon, on a épuisé la demande. Ça crée ce fameux déséquilibre sur le marché. Prise de profit, etc. Les nouveaux arrivants arrivent, et tout le blabla. Et là, on recommence à avoir, on a eu, on va dire, de mars 2025 jusqu'à juin 2025, une phase de conservation, volonté d'accumuler aussi, et globalement on recommence à avoir cette distribution. Alors comme vous le voyez, c'est encore assez succinct par rapport aux deux précédents tops, aux deux précédentes phases de hausse, mais c'est quand même à notifier. Et quand on regarde, pour l'instant ça corrobore pas mal avec, encore une fois, la force de la demande qu'on peut avoir sur le marché. Dans le sens où vous voyez qu'ici que les détenteurs très court terme, ceux qui sont arrivés sur ces derniers 30 jours, donc en fait depuis que la hausse est quand même assez effective, on voit très bien que pour l'instant ils ne détiennent que 10% de la supply de BTC et qu'on est loin en fait des points, on va dire, de surchauffe extrême qu'on a eu sur les deux précédents tops où ils détenaient à peu près 15% de la supply. C'est-à-dire que là, globalement, on pourrait encore voir transiger, changer de main, environ 1 million de Bitcoin pour vraiment se dire, ok, là on a eu un shift majeur qui vient de se passer, on a beaucoup d'investisseurs qui arrivent et qui veulent du Bitcoin, c'est le cas, mais pour autant c'est pas non plus énorme et il en manquerait encore environ 1 million qui peuvent transiger avant qu'on arrive sur, en tout cas historiquement parlant. Et là pour l'instant, on n'est pas sur ces fameux FOMO de la part de tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'il y a un FOMO relatif qui est quand même présent, mais qui n'est pas non plus dans les extrêmes. Alors du coup, pourquoi vendre maintenant ? Forcément, les investisseurs expérimentés sont beaucoup plus patients que les investisseurs, on va dire, récents. On le sait, les jeunes investisseurs subissent le FOMO, le FUD, la peur de correction, la peur de manquer le train, le to the moon, etc. Alors que les investisseurs long terme vont plutôt se calquer sur, combien j'ai de profit latent dans ma poche, est-ce que c'est le moment de vendre ou pas ? Ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour ça, vous le savez, on se base sur le MVRV. C'est déjà un concept que j'ai expliqué dans une précédente vidéo que je vous conseille d'aller voir, je ne sais plus laquelle, vous allez la retrouver. Globalement, c'est ce concept de dire, ok, si j'ai trop de gains en poche, je vais quand même les sortir. On le voit que précédemment dans ce cycle, à chaque fois, on a un ratio qui venait sur environ des profits latents, environ de 5 fois leur mise de départ. Ce qui est énorme, hein. Nous c'est ce qu'on rêve tous, sauf qu'aujourd'hui, si j'achète un Bitcoin à 100 000 $, il faudra que j'attende les 500 000 pour avoir ce même ratio. Ici, par contre, il y a des prises de gains, mais elles s'arrêtent pour l'instant avec des investisseurs qui n'ont que, entre guillemets, des profits latents de 400%, de 300%, donc un x4. C'est pas encore énorme, et c'est un peu ce qui s'est passé finalement, encore une fois, à la mi-mai, sur BTC, donc ça les intéresse quand même de prendre des profits, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors en plus, vous le savez, eux de leur côté, ils n'attendent pas forcément le moment parfait pour vendre, d'accord ? Ils attendent que l'euphorie pointe le bout de son nez. C'est une leçon qu'il nous faut vraiment intégrer, puisque mine de rien, j'ai envie de vous dire, c'est assez contre-intuitif. Et c'est pourtant en fait la plus importante qu'il faut apprendre nous en tant qu'investisseurs et que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre de mon côté, c'est notre adversaire, c'est pas forcément la volatilité qui arrive sur le marché, c'est plutôt l'euphorie, dans le sens où elle ne fait que tester notre plan et l'euphorie en fait elle va nous convaincre qu'il faut le laisser tomber. C'est pour ça que par exemple en 2021, alors que j'étais euphorique malgré le fait que je m'étais dit que j'allais prendre des profits à tel moment, j'ai laissé mes émotions prendre le contrôle et c'est exactement ce que ne fait pas l'investisseur aguerri, long terme. Lui il prend ses profits quand justement il sent qu'il y a beaucoup d'euphorie, donc ce qui est plutôt pas mal c'est que lui il est contre-intuitif. Bon, ça c'est une chose. On le voit ici encore une fois, on a des prises de gains qui sont quand même assez élevées, puisque sur ces niveaux-là, on avait déjà beaucoup d'investisseurs qui criaient aux 130, 140, 150 quand on touchait les 123 000. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller et qu'on va forcément s'arrêter ici. Personnellement, je me dis qu'on a encore de la marge pour aller plus haut, mais que ce top ne ressemble pas encore à un top local qui nous avait fait ensuite plonger pendant plusieurs mois. Ça peut être un top comme on a eu en mai, limite un top intermédiaire entre un petit top de mai et un gros top qu'on a eu déjà par 2 fois dans ce cycle. C'est possible, on va pas à chaque fois atteindre les mêmes niveaux, c'est quand même trop simple, mais que par contre, c'est intéressant de se dire, les détenteurs long terme ont vendu, je vais peut-être moi aussi commencer, en tout cas j'espère que dans votre plan c'était le cas, vous aviez déjà prévu de prendre des profits. Je l'ai partagé sur Twitter et au sein de l'académie d'Alan Trading, j'ai pris des profits sur les 120 000 $. Pourquoi ? Parce que dans une précédente vidéo, je vous avais dit que c'était un des paliers importants sur lesquels on pouvait s'arrêter, ce fut le cas. Ça fait déjà plusieurs maintenant jours qu'on transige en dessous.
c'était une bonne façon de voir les choses, puisqu'il y avait pas mal de prises de profit qui ont été réalisées. Donc, où se situe l'euphorie aujourd'hui? Pas forcément dans le comportement du prix du Bitcoin, mais bien sûr dans cette fameuse alt season. Et quand on regarde le dernier rapport de Glassnode, évidemment j'ai pas accès à cette charte qui est payante sur le tiers le plus cher, globalement on voit qu'on bascule dans cette fameuse alt season où ici les altcoins surperforment BTC. On le voit rien que sur le mois de juillet, Bitcoin a fait un plus 14% quand Ether a fait un plus 60, plus 70. C'est pas rien, c'est pas ridicule. Donc forcément, on a des milliards de dollars qui ont afflué sur les altcoins. On le voit très bien ici au niveau de la rotation de capitaux. S'il y a bien sûr des arrivées de capitaux sur Bitcoin, ça ne suffit pas à pousser le prix non plus à des extrêmes, 130, 140, 150, mais par contre sur les alts, vu qu'on part de très très loin, forcément ici en bleu, vous voyez qu'il y a plus de 40 milliards de capitalisation, de capitaux qui sont arrivés sur Ether sur les 30 derniers jours, donc forcément ça fait bouger le prix largement à la hausse. Et ça se voit sur ce graphique de Block.Unity. En orange vous avez la capitalisation de BTC, en bleu la capitalisation de tous les altcoins sauf forcément BTC, et en vert du coup le ratio. Ici on voit très bien que s'il y avait une grosse distorsion de comportement, on va dire depuis le bottom d'avril, depuis, forcément, les altcoins ont repris quand même pas mal de poids. Et donc, c'est ce qui explique beaucoup aussi où se trouve l'euphorie. On est dans une illustration parfaite du comportement du marché, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fièvre spéculative sur les actifs les plus risqués. Beaucoup de liquidités vont vers eux. Et globalement, ça en fait une porte de sortie parfaite aussi pour les investisseurs les plus patients. Donc on voit ce transfert de richesse, mine de rien, basé un peu sur ce décalage psychologique. Maintenant, on peut situer le danger. Quand on mélange un peu tous les ingrédients de ce qu'on voit sur le marché, on a un effet de levier qui commence à être un peu excessif. Les nouveaux acheteurs, en fait, sont là, certes, mais vu que on voit très bien que l'explosion, autant sur BTC que sur les alts, n'est pas monstrueuse, on n'est pas sur le même dynamique que 2021 sur les altcoins, où on pouvait acheter n'importe quoi, il y avait x3, x5, x10 dans le mois, eh bien, on a beaucoup d'investisseurs qui arrivent, mais vraiment en utilisant le trading, les leviers, et donc on le voit sur le réseau. Et donc, on va essayer aussi d'expliquer pourquoi c'est dangereux pour le marché. Puisque là, comme vous le voyez par exemple, on est sur un ratio de levier qui correspond à un peu plus de 5% de la market cap totale du marché. Alors comment ça s'explique? Forcément, quand l'excès en fait va s'installer sur le marché, c'est comme si vous aviez des milliers de traders qui tiraient un élastique dans la même direction. On va le tendre jusqu'à l'extrême, et du coup, l'élastique, il devient extrêmement fin, à deux doigts de se casser, il est un peu, comment on appelle ça, on est sur une énergie assez instable, et donc un élastique qui est tendu à ce point n'attend qu'une chose pour se réveiller, c'est une toute petite pression inverse. Et donc quand ça arrive, c'est pas une simple correction qu'on voit, c'est vraiment quelque chose de gros, parce que l'élastique finalement en fait il revient dans le sens opposé largement, et donc ça libère tout sous le coup de la pression, et cette claque c'est ce qu'on appelle la purge du marché et des excès de levier. Et de voir que comme vous le voyez, on est dans un système de volatilité extrême, où il y a beaucoup de liquidation, parfois des shorts, parfois des longues, puisque finalement à chaque fois qu'il y a un excès dans un sens ou dans l'autre, le marché va essayer de punir ces traders-là. Donc on se retrouve dans une situation un peu délicate, dans le sens où on n'a pas forcément d'euphorie, d'extrême d'achat, ni de vente, mais on a quand même nos fameux détenteurs à long terme qui commencent à vendre petit à petit. On a une demande qui reste assez fragile, puisque les nouveaux entrants sont encore assez... j'ai envie de dire, ils sont bien résilients, mais ils ne sont pas forcément là massivement, comme on pouvait le voir auparavant. Et donc, en plus, il y a tout ça qui est financé, ce pump, ou peut-être cette même tenue de BTC sur ces niveaux-là, qui est tenue par tous les joueurs de levier. Et donc, on peut se poser la question, que se passe-t-il dans ces cas-là? Il faut faire extrêmement attention, puisque la volatilité va globalement aller dans les deux sens, et c'est généralement ce qui se passe à chaque fois. On l'a vu avec ce dernier dump qu'on a subi, entre guillemets, qu'on a vu dès 119 000 $ jusqu'aux 114 700, ça arrive, et depuis on est un peu remonté. Mais forcément, faut s'attendre à une liquidité, une volatilité qui va aller dans les deux sens, et il faut vraiment être prêt à ces scénarios. Maintenant évidemment, comment on peut se positionner intelligemment? C'est toujours un peu la question que j'essaye de répondre, puisqu'on n'est pas là pour se complaire dans des statistiques ou des chiffres que l'on voit au niveau on-chain, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, est-ce qu'on est dans ce troisième grand passage de relais au niveau des investisseurs à long terme? Oui, en tout cas, il est entamé, mais ça ne veut pas dire qu'évidemment, on est à la fin d'une jambe haussière, comme on le reprend ici. Vous voyez que ça peut durer, par exemple, de ici octobre 2024 jusqu'à février 2025. Donc ça peut durer plusieurs mois, il n'y a vraiment aucun souci à ça. Par contre, il faut vraiment être prêt à cette idée. Les détenteurs à long terme commencent bien à vendre, ça existe, il faut être prêt, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui n'a jamais été vu dans son histoire. Il y a forcément des vendeurs, si vous voulez qu'il y ait des acheteurs, ça c'est complètement logique. Mais à la fois j'ai envie de dire c'est assez complexe, parce qu'on n'a pas non plus de vente en cascade, comme on l'a vu, et
cette demande assez faible et en plus cette cette attention portée particulièrement sur les altcoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? La question à se poser, c'est pas si le prix va monter ou descendre, ça vous le savez, parce que c'est un peu mon mojo, c'est ok, qu'est-ce que je fais si tel scénario ou tel scénario se passe ? Le but, c'est vraiment de comprendre où on se situe face à ces différents scénarios et vraiment pour ne pas à la fois timer le marché, c'est pas le but, je veux pas être totalement out ou totalement in, et à la fois j'ai pas envie de servir de porte de liquidité, de porte de sortie à tous nos investisseurs qui prennent des gains assez massifs. Alors si nous avions justement eu et vu juste sur ce mois de juillet, le but n'est pas d'avoir raison encore une fois, mais quand même, l'objectif c'est de voir ce qui peut se passer après. Historiquement parlant, août c'est un mois qui est plutôt bon dans les années post-halving, mais on va pas se baser uniquement là-dessus pour se dire que le mois d'août va être complètement haussier. Dans toute son histoire depuis 2012, vous le voyez, le mois d'août, c'est assez mitigé. On est sur des années qui sont parfois très bonnes, parfois très mauvaises. Et par contre, c'est vrai que septembre, lui, globalement, et surtout en année post-halving, il est pas foufou. Dans le sens où on aura tellement performé, en tout cas dans le passé, 2017-2021, on avait tellement performé en été que septembre était assez baissier avant justement qu'on reparte à la hausse. Donc, c'est pas évident de naviguer dessus. Et ça, je le reconnais totalement. Maintenant, si on devait avoir de la volatilité dans les deux sens, il y a quand même des scénarios que moi, je privilégie. Dans le sens où déjà, à la baisse, on a toujours cette poche d'air que j'aimerais qu'on comble, parce que vaut mieux la faire tôt que jamais, ou même trop tard, c'est de voir qu'entre les 111 000 $ et les 115 000 $, on a vraiment eu aucune... on est monté tellement vite qu'on n'a aucune zone d'accumulation, et donc on n'a rien à protéger ici. C'est-à-dire que si on franchit vraiment les 115 000 $, comme ça a failli être le cas il y a quelques jours, on peut très bien se retrouver très vite sur les 110. C'est pas dramatique en soi, puisque vous le voyez, ce premier support que j'adore, qui est le fameux coup de revient des détenteurs à court terme, est estimé aux 105 000. Donc on a de la marge avant d'y arriver, mais en plus, ça pourrait nous aider vraiment à combler ce gap ici, qui de toute façon, tôt ou tard, sera comblé. Donc là, soit on va les combler très vite, soit on va justement repartir à la hausse et attendre avant de pouvoir les recombler à un autre moment donné. Mais ça existe, donc il faut être prêt à ça. Donc moi, les deux prochains, on va dire, supports que je surveille sur le court terme, puisqu'il y a de la volatilité, donc moyen-long terme, je ne m'inquiète pas du tout. Mais court terme, il faut être prêt à tous les scénarios. Donc déjà, au moins les 111 000 $, et potentiellement les 105 000 si on veut vraiment aller faire mal aux investisseurs. Donc si on revient sur ces niveaux, ce ne sera pas non plus dramatique, puisqu'il faut savoir que si on tombe sur les 110 000 $, il n'y aura même pas 10% de toute la supply détenue de BTC qui se retrouvera en perte, sachant que nous, ce que l'on ne veut pas voir, c'est ces mêmes corrections que nous avions eues par deux fois justement après des gros tops, c'est-à-dire où il y a plus de 25%, voire 30% d'investisseurs qui se retrouvent en perte, où là on est vraiment dans une phase où on va vraiment essayer de faire peur au marché, mais plutôt un peu comme ce qui s'est passé par exemple en mai ou fin juin, lorsqu'on a eu cette correction sous les 100 000 $ très brève, où là on avait mis à mal que seulement 15% de la supply d'investisseurs, et c'est exactement ce qui va se passer, parce que quand on regarde l'URPD, si on plonge sur les 110, on n'a que 8% de la supply en perte. Si on plonge sur les 104, on a ces fameux 15% qui nous serviraient vraiment, à mon avis, de support extrêmement fort. Typiquement, c'est là où je pourrais par exemple recharger, puisque vous le savez, au niveau d'un DCA optimisé, le but c'est de recharger la peur, et là on y sera clairement, parce que 15% d'investisseurs en perte, ça en fait douter assez pour voir des ventes à perte, et c'est exactement là où moi je veux investir. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'en ai largement parlé sur mon X, sur mon Twitter. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller me suivre, parce qu'il y a plusieurs informations, on va dire, qui viennent un peu au jour le jour en fonction de ce qui se passe sur le marché, parce que nous on se voit qu'une fois par semaine, mine de rien, donc c'est plutôt pas mal d'aller me suivre là-dessus. Auquel cas, au niveau des cibles à la hausse, vous les connaissez, il y a toujours déjà reprendre le précédent ATH, qui peut être pas mal, et bien sûr aller ensuite dépasser les 130 000 $, être dans la fourchette de ce nuage des bandes de prix qu'on voit très régulièrement chaque semaine, entre les 130 et 140 000 $, qui correspondraient à une hausse très saine, mais là où on aurait quand même un peu plus d'euphorie, un peu plus de surchauffe sur le marché. Donc typiquement, on a de quoi faire. Le but, c'est d'agir malgré l'incertitude, décider et avancer, puisque ça veut dire qu'on va suivre son plan, et ça, en fait, c'est un peu notre seul bouclier qu'on a contre nos émotions qui nous jouent tout le temps des tours et qui vont nous faire un peu perdre la boule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce format a été un peu plus... J'ai quand même pas mal parlé, comme d'habitude, mais c'était un peu plus dans l'explication psychologique de ce qui peut se passer derrière chaque action d'investisseur. Comment vous vivez cette période ? Est-ce que cette pression vendeuse vous inquiète ? Ou est-ce que justement vous êtes plus à vous poser des questions de est-ce que je vais prendre moi aussi des profits, que ce soit sur BTC ou sur les altcoins ? Et comment en fait vous voyez la suite du cycle ? Puisque on entend tout et n'importe quoi. Il y en a qui disent que août va être complètement destructeur, il y en a qui disent que non, finalement on va monter. Donc en fait, basez-vous sur vos propres analyses, basez-vous vraiment sur ce que vous voyez du marché et votre instinct, là aussi.
Faites-vous confiance, encore une fois, c'est très important. Dites-le moi en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci encore de me suivre chaque semaine. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.